Je suis Chloé Vallet. Un an après le décès de mes deux grands-parents, l'un soudainement, l'autre après une longue bataille contre le cancer, j'ai décidé de rénover leur ancienne maison en forme de A à Annecy pour la mettre sur le marché. Je montais la route des Alpes sinueuses pour vérifier l'avancement des travaux quand mon téléphone a sonné. C'était Marc Lefebvre, l'entrepreneur que j'avais engagé. Sa voix était basse et tendue. Madame Vallet, nous venons de percer un faux mur dans le grenier et nous avons trouvé un coffre numérique verrouillé caché derrière. Le nom de votre sœur, Maëlys Vallet, est gravé juste sur le dessus. Vous devez venir ici dès que possible. Mais s'il vous plaît, ne venez pas seul. Appelez vos parents et votre sœur et demandez-leur de vous accompagner. Mon estomac s'est noué. Je me suis garé sur le bord de la route étroite, les mains tremblantes alors que j'appelais tout le monde, leur disant seulement que quelque chose d'urgent était survenu concernant grand-mère et de me rejoindre à la maison immédiatement. Quand nous sommes tous arrivés et que nous nous sommes réunis dans le grenier poussiéreux, entourés de sciures et d'outils, nous nous sommes tenus autour de cette petite boîte noire posée sur le sol. Personne ne parlait. L'air semblait épais, presque suffocant. Ce qui se trouvait à l'intérieur n'était pas un simple souvenir oublié. À ce moment-là, en fixant le nom de ma sœur gravé sur le couvercle, j'ai su que ce que nous étions sur le point de découvrir allait bouleverser tout ce que je pensais savoir sur ma famille. J'ai encore des frissons en pensant à cet instant. Avant de vous raconter la suite, dites-moi, d'où nous regardez-vous en ce moment et quelle heure est-il chez vous? Avez-vous déjà reçu un seul appel téléphonique qui a changé à jamais la façon dont vous voyez vos proches? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous, je les lis toutes. L'ancienne maison en forme de A est perchée sur le flanc d'une montagne juste à l'extérieur d'Annecy, en Haute-Savoie, entourée de grands pins qui se balancent au gré du vent presque toute l'année. En grandissant, ma sœur cadette, Maëlys, et moi passions chaque été là-bas avec nos grands-parents. Nous faisions la course dans les escaliers en bois escarpés jusqu'au grenier, le transformant en notre club secret, avec de vieilles couvertures drapées sur les poutres pour faire des forts et des lampes de poche pour des séances de contes nocturnes qui duraient jusqu'à ce que grand-mère nous appelle pour dîner. Les grandes fenêtres triangulaires nous offraient des vues panoramiques sur le massif des Aravis s'étendant à l'infini, et par temps clair, nous pouvions apercevoir des faucons cerclant haut dans le ciel ou regarder les tempêtes arriver à des kilomètres de distance. Les visites hivernales étaient plus douillettes. Nous nous pressions tous autour de la cheminée en pierre en bas, faisant griller des guimauves au bout de longues fourchettes tandis que grand-père répétait ses histoires de pêche préférées des ruisseaux voisins, exagérant la taille de la truite à chaque fois. Grand-mère Geneviève s'asseyait dans son fauteuil usé à proximité, tricotant des écharpes ou examinant calmement les dossiers de ses clients, ses lunettes de lecture posées sur le bout de son nez. Grand-mère était conseillère financière pour retraités, le genre de personne qui aidait les seniors à naviguer entre les assurances-vie, les rentes et la planification successorale pour protéger leurs économies de toute une vie. Elle rencontrait souvent ses clients directement dans la maison, utilisant le petit bureau à côté du salon comme espace de travail. Je jetais parfois un coup d'œil et la voyais expliquer des formulaires complexes dans un langage simple, s'assurant que les veuves ou les retraités comprenaient chaque détail avant de signer quoi que ce soit. Dans ces dernières années, mon père, Philippe, a commencé à lui rendre visite plus fréquemment. Il arrivait sans prévenir, l'emmenant à l'écart pour des discussions privées sur des idées d'investissement ou des situations spécifiques de clients. Sa voix restait douce et charmante, mais j'ai remarqué que son regard s'aiguisait lorsqu'elle mentionnait certains comptes ou portefeuilles. Elle changeait rapidement de sujet, lui rappelant les règles de confidentialité, bien qu'il insiste un peu plus longtemps à chaque fois. Le grenier a changé pendant ces dernières années. Soudainement, il est devenu interdit d'accès. La porte a été verrouillée avec un nouveau verrou que personne ne se souvenait avoir installé. Maëlys et moi étions alors dans la vingtaine, rendant visite moins souvent, donc nous ne nous sommes pas posé beaucoup de questions. Nous supposions que grand-mère avait besoin d'intimité à mesure que sa santé déclinait ou qu'elle voulait stocker du matériel médical là-haut sans que nous, les enfants enfin, les petits-enfants ne trébuchions dessus. La crise cardiaque soudaine de grand-père a frappé tout le monde de plein fouet quand j'avais 28 ans. Il est parti en un instant, sans avertissement. Grand-mère a combattu le diagnostic de cancer qui a suivi pendant une année entière, déterminée à rester indépendante dans la maison qu'elle aimait. Elle est devenue plus fragile, passant des heures dans ce même fauteuil près du feu, mais son esprit restait vif. Elle a géré ses propres affaires jusqu'à la fin, mettant à jour son testament pour léguer la propriété directement à Maëlys et à moi sans structure complexe, puisque nous étions adultes et ses seules héritières directes selon les lois de succession françaises. Maëlys s'accrochait à l'idée de préserver l'endroit exactement comme grand-mère l'avait laissé, un sanctuaire dédié à nos étés d'enfance et à nos réunions de vacances. Elle a toujours été la plus sensible,
gardant des boîtes de vieilles lettres et des décorations de Noël comme si elles étaient sacrées. Mais la réalité nous a vite rattrapés. La maison restait vide, accumulant des taxes et des frais d'entretien que nous ne pouvions ignorer. J'avais construit une carrière stable en marketing à Lyon, à environ 2 heures de route à travers les montagnes, et j'économisais pour ma stabilité. Maëlys, enseignante en maternelle près d'Annecy, luttait davantage après son divorce, une vie de mère célibataire avec un salaire modeste, louant un appartement exigu qui suffisait à peine pour elle et son enfant. Laisser la propriété se détériorer semblait irresponsable. J'ai insisté pour une rénovation, transformer le grenier en un espace aéré et moderne avec des fenêtres de toit et des poutres polies pour attirer les acheteurs recherchant cette ambiance de chalet chic populaire dans la région. La vente permettrait de diviser les bénéfices équitablement, lui donnant une marge de manœuvre pour ses dettes ou un petit logement, et me donnant un coup de pouce vers mes propres objectifs. C'est ainsi que l'équipe de Marc Lefebvre a obtenu le contrat. Son entreprise est spécialisée dans les résidences de montagne, s'occupant des toits escarpés, des dommages causés par l'humidité et de ces angles complexes des maisons savoyardes que les entrepreneurs ordinaires ratent souvent. Nous avons fait le tour ensemble, planifiant initialement les priorités, en commençant par le grenier pour un impact maximal sur les annonces. L'équipe avait commencé quelques semaines auparavant, retirant les vieux lambris et préparant la pose de nouvelles cloisons sèches. Lors de cette visite, j'ai aperçu le fauteuil de grand-mère toujours niché dans un coin du grenier, le tissu décoloré mais intact. Les tiroirs latéraux montraient de légères marques de forçage autour de la serrure des éraflures qui n'étaient pas là auparavant. Elle avait un jour mentionné nonchalamment avoir égaré quelques papiers sans importance à cause des effets secondaires de son traitement, balayant la question d'un revers de main quand je l'avais interrogée. Cela semblait mineur à l'époque, juste une autre bizarrerie de sa santé déclinante. En montant la montagne ce matin-là pour une vérification de routine, l'excitation se mêlait à des sentiments doux amers. La maison incarnait la joie et la perte entrelacées, les journées d'été paresseuses à chasser les lucioles, les dîners de Noël avec la famille élargie et les soirées calmes à écouter des disques sur le vieux tourne-disque de grand-père. Rénover signifiait effacer certaines traces, mais la laisser vacante n'honorait personne. Maëlys a accepté à contre-cœur, comprenant les enjeux financiers, l'aspect pratique l'a emporté. Si seulement j'avais su que le travail de l'équipe allait découvrir bien plus que des problèmes structurels ou des retouches cosmétiques. Je ne pouvais pas attendre les autres. Dès que Marc a raccroché, j'ai accéléré pour le reste du trajet, les pneus agrippant les virages serrés tandis que les feuilles fouettaient les fenêtres. Mon esprit allait plus vite que la voiture. Pourquoi le nom de ma sœur était-il sur une boîte cachée? Pourquoi cette urgence dans sa voix? Pourquoi insister pour amener toute la famille? Au moment où je me suis engagé dans l'allée de gravier, l'équipe avait quitté le grenier pour me laisser de la place. Marc m'a rejointe au pied de l'escalier, m'a tendu des gants et a désigné le haut sans dire un mot. La poussière flottait dans la lumière oblique des fenêtres triangulaires, la sueur de bois craquant sous mes bottes alors que je montais seul. La boîte était posée sur une bâche au milieu des poutres apparentes, d'un noir mat, avec un petit clavier numérique brillant faiblement. Elle semblait coûteuse, hors de propos au milieu des débris de pain brut et de l'isolant. Marc l'avait nettoyée, révélant la gravure sur le couvercle, Maëlys Vallet, en lettres d'imprimerie simple. Aucune date, aucune autre marque. Mes mains tremblaient alors que je m'agenouillais à côté. Les coffres numériques de ce type se verrouillent généralement après 3 tentatives erronées, effaçant parfois le contenu de façon permanente, une fonction de sécurité standard pour protéger les documents sensibles. Je savais que grand-mère avait amélioré la sécurité de sa maison durant ces dernières années, invoquant des préoccupations d'usurpation d'identité parmi ses clients âgés. Première tentative, sa date de naissance. Bip et lumière rouge. Deuxième tentative, la date de naissance de grand-père. Un autre refus. Mon pouls battait dans mes oreilles. Un seul autre code erroné et cela pourrait effacer tout ce qui se trouvait à l'intérieur pour toujours. J'ai fermé les yeux, l'imaginant à la table de la cuisine en train de saisir des mots de passe sur sa tablette, réutilisant toujours des dates significatives pour éviter d'oublier à cause du brouillard de la chimiothérapie. Puis cela m'a frappé, leur anniversaire de mariage, celui qu'elle célébrait chaque année avec les mêmes roses jaunes livrées à la maison. J'ai tapé les chiffres lentement. Lumière verte, un clic sourd, et le couvercle s'est débloqué. À l'intérieur se trouvait une seule enveloppe en papier crème épais, sa papeterie préférée d'une boutique artisanale locale du centre-ville d'Annecy, et une note pliée sur du papier blanc ordinaire. Pas de clé USB, pas de pile de dossiers, juste une écriture que je reconnaîtrais entre mille. L'enveloppe était adressée simplement, pour Chloé ou Maëlys. À n'ouvrir que si je suis parti.
Le seau avait légèrement jauni, le ruban adhésif était devenu cassant avec le temps. Je me suis assise en tailleur sur le contreplaqué froid du sol, le vent sifflant à travers les interstices des murs inachevés, et j'ai ouvert délicatement l'enveloppe. La lettre s'étendait sur 3 pages dans son écriture soignée et distinctive, bien qu'elle soit plus tremblante vers la fin avec de l'encre occasionnellement maculée, comme si elle avait été écrite par intermittence entre les doses de médicaments contre la douleur. Mes très chères petites filles, si vous lisez ceci, c'est que je n'ai pas tenu assez longtemps pour régler les choses moi-même. Je soupçonne depuis de nombreux mois que votre père, Philippe, fait quelque chose de terriblement mal avec les fonds de retraite de certains de mes clients. Cela a commencé doucement des questions bizarres sur les comptes, des demandes d'introduction auprès de seniors plus fortunés. Puis des divergences sont apparues dans les relevés que j'examinais pour des amis. L'argent bougeait d'une manière qui ne correspondait à rien, toujours acheminé via des entités que je ne pouvais pas tracer rapidement. Le pire dans tout cela, chaque transaction suspecte que j'ai trouvée jusqu'à présent est liée à des informations disponibles uniquement sous le nom de Maëlys. Son numéro de sécurité sociale, ses anciennes adresses, et même des signatures falsifiées qui ressemblent étrangement à la sienne. Je n'ai pas encore de preuves irréfutables de l'ampleur de la situation ni de la manière exacte dont il s'y prend, mais le schéma est assez clair pour me terrifier. Si les autorités enquêtent un jour, Maëlys serait la première personne signalée parce que tout pointe vers son identité. J'ai rassemblé ce que j'ai pu des impressions, des journaux d'appel, des alertes bancaires mais mes forces déclinent plus vite que prévu. La deuxième feuille contient les identifiants de connexion pour un dossier cloud sécurisé où j'ai téléchargé les copies. Une collègue m'aide à le maintenir à jour quand je ne le peux pas, utilisez-le avec précaution. S'il vous plaît, quoi que vous fassiez, protégez votre sœur. Ne la laissez pas porter le chapeau pour quelque chose dont elle ne sait rien. Je voulais confronter Philippe directement, exiger la vérité, mais le cancer a gagné cette course. Je suis tellement désolé de n'avoir pu terminer cela pour vous deux. Tout mon amour pour toujours, grand-mère Geneviève. Les mots sont devenus flous alors que les larmes montaient. Elle avait porté cela seule, nous protégeant alors que son corps lâchait. La culpabilité, la colère et la confusion s'entrechoquaient. Depuis combien de temps savait-elle? Pourquoi ne pas me l'avoir dit plus tôt? Qu'est-ce que mon père avait fait exactement? Le vent s'élevait à l'extérieur, faisant vibrer les bardeaux desserrés sur le toit, reflétant la tempête qui commençait en moi. J'ai plié la lettre soigneusement, j'ai glissé les identifiants du cloud dans ma poche et je suis resté assise là, sur le sol poussiéreux, fixant la boîte vide qui venait de briser les fondations de tout ce que je pensais comprendre de notre famille. Le trajet de retour vers Lyon a semblé interminable, les routes de montagne laissant place au trafic autoroutier alors que le crépuscule s'installait. Mon esprit rejouait les mots de grand-mère encore et encore, l'écriture tremblante, les soupçons inachevés, l'appel à protéger Maëlys. Au moment où j'ai déverrouillé la porte de mon appartement dans le quartier de la Pardieu, l'épuisement se mêlait à l'effroi. J'ai posé la lettre sur la table de la cuisine, j'ai versé un verre d'eau et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Les identifiants de connexion au cloud me fixaient sur la note pliée, une adresse URL simple et un mot de passe combinant son anniversaire de mariage avec une phrase qu'elle avait toujours utilisée pour ses fichiers sécurisés, SecureNest 1958. La connexion a pris quelques secondes. Le tableau de bord s'est chargé lentement, un service de base qu'elle avait probablement mis en place avec de l'aide. Rien de sophistiqué, juste un dossier intitulé « Pour examen familial ». Pas d'organisation soignée ici, les fichiers étaient éparpillés comme si elle les avait téléchargés à la hâte entre ses rendez-vous chez le médecin et ses périodes de repos. Plusieurs étaient corrompus, des vidéos coupées en plein milieu d'une phrase, des numérisations pixelisées à cause de mains tremblantes ou d'un mauvais éclairage. Manifestement, sa maladie avait rendu le processus épuisant. Les séances de chimiothérapie la laissaient trop faible pour de longues sessions informatiques. Le premier dossier contenait des numérisations de notes manuscrites prises lors de réunions avec des clients. Des pages datées des 3 dernières années montraient son style méticuleux, nom des clients, montant de retraite, type d'investissement. Mais des signaux d'alarme ont sauté aux yeux, certains comptes manquaient dans ses registres officiels, bien qu'ils soient référencés dans les portails bancaires en ligne auxquels elle avait accédé. Une entrée notait le pécule de 480 000 € d'une veuve transférée vers une société à responsabilité limitée inconnue. Une autre mentionnait la rente d'un couple de retraités encaissés prématurément, les fonds étant acheminés via un compte écran. Plus loin se trouvaient des captures d'écran bancaires, floucards provenant de photos prises avec un téléphone dans des pièces sombres. Les transferts remontaient à des comptes portant le nom complet et le numéro de sécurité sociale de Maëlys, avec des signatures falsifiées visibles même en basse résolution.
Son nom de famille était mal orthographié une fois, comme une tentative bâclée. Le schéma émergeait, de petits détournements au début, augmentant vers des sommes plus importantes avec le temps. Grand-mère avait annoté certains documents avec des numérisations de notes autocollantes. Pourquoi les infos de Maëlys? Le client n'y avoir autorisé. Ensuite, les fichiers audio, de courts enregistrements d'appels vidéo horodatés durant ces derniers mois. Lucie Collin, sa collègue de longue date de la société de conseil financier du centre-ville, avait dû guider l'installation. Les fichiers utilisaient une application sécurisée pour l'enregistrement à distance, probablement pour éviter d'être détectés. J'ai cliqué sur le premier. Grand-mère est apparue à l'écran, pâle et fragile dans son lit d'hôpital installé à domicile, sa voix faible mais inquisitrice. Philippe, à propos du compte de Madame Lefebvre, celui que tu as recommandé à son fils. Elle dit que les fonds ont disparu. Explique-moi encore une fois. Le visage de mon père remplissait l'autre moitié de l'écran, avec ses trophées de golf en arrière-plan dans son bureau à domicile. Il a d'abord pris cela à la légère. Maman, tu confonds les choses à cause des médicaments. J'ai juste donné des conseils sur la diversification. Mais elle a insisté, feignant la confusion due aux analgésiques. Le routage indique les coordonnées de Maëlys. Pourquoi son numéro de sécurité sociale? Il a hésité, puis a commis un impair. Ce n'est rien, juste un compte provisoire pour le routage. Elle n'a pas besoin de le savoir. L'appel s'est coupé brusquement, le fichier était incomplet. Un autre enregistrement quelques semaines plus tard montrait grand-mère listant des transferts spécifiques. Mon père est devenu défensif. Ses clients m'ont fait confiance à travers toi. C'est le monde des affaires. Un silence, puis sa voix a baissé. Les informations de Maëlys étaient pratiques. Casier vierge. Pas de questions. Le soupir de grand-mère a rempli les haut-parleurs, déchirant le cœur. Il n'avait pas avoué explicitement, mais ses esquives dressaient le tableau, il avait exploité la confiance des clients de sa mère, siphonné les économies de retraite destinées à des fonds de réserve ou médicaux, et masqué les traces sous l'identité de Maëlys pour rejeter la faute si jamais il était pris. En vertu de la loi française, notamment pour l'abus de faiblesse et l'escroquerie aggravée, l'usurpation d'identité dans le cadre d'une fraude financière entraîne de lourdes peines, surtout lorsqu'elle cible des seniors jusqu'à 20 ans si le caractère systémique est prouvé. J'ai reconstitué les faits moi-même là où les fichiers s'arrêtaient, en recoupant les dates avec des recherches dans les registres publics sur mon téléphone. Une victime, une enseignante retraitée, a perdu l'intégralité de son fonds de pension. Une autre, un vétéran, a perdu son complément de prestation. Tout était lié au « travail d'appoint » en conseil dont mon père s'était vanté lors de dîners de famille. Le poids émotionnel était immense. Grand-mère compilait tout cela seule, son éthique professionnelle de conseillère se heurtant à son instinct maternel de ne pas vouloir accuser son propre fils sans preuve irréfutable. Les mandats de signalement de maltraitance envers les personnes âgées obligeaient les professionnels comme elle à signaler les soupçons, mais les liens familiaux compliquaient la donne. De faux rapports auraient pu avoir des répercussions juridiques. À minuit, les yeux brûlants à cause de l'éclat de l'écran, la trahison s'est cristallisée. Mon père n'avait pas seulement fait une erreur, il avait systématiquement utilisé le réseau de sa mère, forgeant des pistes qui menaient droit à Maëlys. Les fichiers incomplets me frustraient des maillons manquants dans les chaînes de transactions, des audios inaudibles à cause de mauvaises connexions mais il en restait assez pour exiger une action. L'implication de Lucie prenait tout son sens maintenant. Elle avait probablement conseillé grand-mère sur les sauvegardes sécurisées, connaissant les risques liés aux traces numériques en vertu des lois sur la confidentialité. En fermant l'ordinateur, j'ai fait les 100 pas dans le petit salon, les lampadaires clignotant à travers les stores. Les pièces s'emboîtaient trop parfaitement, trop cruellement. Demain, j'appellerai Lucie pour y voir plus clair, mais ce soir, la vérité pesait comme du plomb. Notre famille abritait un destructeur secret. J'ai envoyé un message à Maëlys ce matin-là, lui demandant de me rejoindre dans le petit café indépendant de l'avenue d'Albigny dans le centre-ville d'Annecy, celui avec les chaises dépareillées et l'expresso fort que nous préférions depuis l'université. Elle a répondu rapidement, suggérant l'heure du déjeuner puisque son service à la maternelle se terminait tôt. En remontant de Lyon une nouvelle fois, l'itinéraire familier me paraissait plus lourd, chaque kilomètre réduisait l'écart entre le soupçon et la confrontation. Maëlys est arrivée la première, déjà installée à une table d'angle avec 2 cafés au lait qui attendaient. Elle avait l'air fatiguée, des cernes sous les yeux à force de jongler entre son travail d'enseignante et sa vie de mère célibataire, mais elle a souri en me voyant. Nous nous sommes serrés dans les bras plus longtemps que d'habitude,
le genre d'étreinte qui dure quand quelque chose de non dit flotte dans l'air. Je n'ai pas perdu de temps une fois assise. Sortant mon téléphone, je lui ai montré des captures d'écran du dossier cloud, les relevés de comptes falsifiés portant son nom, les pistes de transfert s'éloignant des clients âgés en qui grand-mère avait confiance. Son visage s'est vidé de toutes couleurs au fur et à mesure qu'elle faisait défiler les images. Au début, le déni, ce n'est pas possible, Chloé. Quelqu'un a dû pirater mes informations ou quelque chose comme ça. Puis la confusion, en faisant défiler les images plus rapidement. Je l'ai laissé assimiler, buvant mon café pendant qu'elle assemblait les pièces du puzzle. Lentement, des souvenirs ont refait surface. Attends, ces lettres bizarres de la banque que j'ai reçues il y a quelques années, me demandant de vérifier des comptes que je n'avais jamais ouverts. Je pensais que c'était des arnaques, je les ai déchiquetées. Elle s'est arrêtée sur une numérisation de signatures floues. Et ses courriels pendant le divorce. Mon ex brandissant des impressions devant moi, m'accusant de cacher de l'argent. Il disait que ma cote de crédit était ruinée à cause de dettes secrètes. J'ai juré que ce n'était pas moi. Plus elle parlait, plus cela devenait clair. Mon père avait tout planifié parfaitement, ouvrir des lignes de crédit à son nom juste au moment où son mariage battait de l'aile, utiliser au maximum des cartes qu'elle n'avait jamais possédées, et couler son score bancaire pour que l'obtention d'un prêt pour un logement plus grand ou une voiture devienne impossible. Son ex-mari, convaincu qu'elle mentait sur les finances, est parti en citant son irresponsabilité. Les batailles pour la pension alimentaire traînaient parce que les juges voyaient des comptes impayés dans son dossier. Même des offres d'emploi ont échoué parce que les vérifications d'antécédents signalaient des alertes à la fraude liée à son numéro de sécurité sociale. Les mains de Maëlys tremblaient en tenant le téléphone. Le choc a laissé place à quelque chose de plus féroce. Pendant tout ce temps, je m'en suis voulu. J'ai pensé que c'était mes mauvais choix, ma mauvaise gestion de l'argent. Il s'avère que quelqu'un m'a délibérément saboté. Sa voix s'est brisée, la colère montant en elle. Nous avons payé l'addition et sommes partis, décidant que prendre l'air nous ferait du bien. Au lieu de rentrer, j'ai suggéré un détour. Un nom de victime ressortait dans les notes de grand-mère, Madame Evelyne Martineau, 83 ans, veuve d'un directeur d'école, qui avait perdu près de 385 000 € destinés aux fonds universitaires de ses petits-enfants. La résidence pour personnes âgées se trouvait en périphérie, un bâtiment bas en briques avec des jardins soignés, populaire parmi les retraités d'Annecy. Nous nous sommes présentés à la réception, expliquant que nous étions des proches d'une ancienne conseillère cherchant à faire un suivi sur des questions financières. Le personnel nous a conduits dans une salle commune ensoleillée où Madame Martineau était assise près d'une fenêtre, tricotant une écharpe malgré ses doigts gonflés par l'arthrite. Elle nous a accueillis chaleureusement, ses yeux s'illuminant quand j'ai mentionné Geneviève. Une femme si vive, elle s'occupait toujours bien de nous, les vieux. J'ai abordé le sujet en douceur, en lui montrant des résumés imprimés, en faisant attention à ne pas la brusquer. Son expression s'est assombrie en se rappelant ses réunions avec un consultant recommandé par grand-mère, un homme poli d'une 50aine d'années, en costume élégant, promettant des rendements plus élevés sur des investissements prudents. Il utilisait le nom d'Antoine Duval. Il disait qu'il était partenaire du cabinet de votre grand-mère. Plusieurs visites, des formulaires signés, des fonds transférés. Puis le silence. Des relevés affichant des soldes nuls. J'ai appelé Geneviève, paniquée. Elle a promis de faire une enquête, mais sa santé. Les larmes lui sont montées aux yeux, point elle n'a jamais récupéré l'argent. J'ai dû revoir à la baisse mes rêves pour les petits-enfants. Quand je lui ai demandé si elle avait déjà traité directement avec Maëlys, elle a secoué fermement la tête. Je n'ai jamais rencontré ni parlé à personne portant ce nom. Tout le contact se faisait par Monsieur Duval. La confirmation a frappé Maëlys comme une vague. Elle a serré ma main sous la table, les articulations blanches. L'histoire de Madame Martineau correspondait exactement au fichier. Même montant, même chronologie, même fausses assurances. En quittant l'établissement, Maëlys marchait plus droit, la fureur remplaçant le doute de soi. Des années à se débrouiller, à expliquer ses échecs à ses amis, à douter de sa propre compétence, tout cela avait été orchestré. Cette visite l'a transformée, d'une personne abasourdie par une mauvaise nouvelle, elle est devenue quelqu'un prêt à se battre. Sur le parking, elle s'est tournée vers moi. Nous ne pouvons pas laisser passer ça. Quel qu'en soit le prix. J'ai composé le numéro figurant dans l'une des notes cloud de grand-mère le lendemain matin, le cœur battant à tout rompre. Une voix chaleureuse mais prudente a répondu, Lucie Collin à l'appareil.
Je me suis présenté comme la petite fille de Geneviève, j'ai mentionné les fichiers cachés et je lui ai demandé si elle avait le temps de discuter. Elle a marqué une pause, puis a suggéré que nous nous voyions en personne. Ces choses-là se traitent mieux face à face. Nous avons convenu de nous retrouver à son bureau dans le centre-ville d'Annecy l'après-midi même, un petit cabinet de planification financière qu'elle avait partagé avec grand-mère il y a des années. Lucie m'a accueilli à la porte, les cheveux argentés attachés en arrière, le regard vif derrière des lunettes sans monture. Elle m'a conduite dans une salle de conférence calme avec vue sur les montagnes en contrebas. Un café fumait entre nous tandis que je lui présentais des résumés imprimés des sélections prudentes, évitant les noms complets des victimes pour protéger leur vie privée selon les directives de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Son expression s'est durcie en lisant les annotations. Geneviève m'a confié quelques bribes d'informations, a-t-elle dit d'une voix basse. Nous nous sommes violemment disputés à ce sujet. J'ai insisté pour qu'elle aille directement voir les autorités. L'exploitation financière des personnes âgées est une infraction devant être signalée par les conseillers, mais elle a refusé, terrifiée par l'idée qu'une action prématurée ne se retourne contre Maëlys. Lucie a expliqué leurs échanges où grand-mère insistant sur la nécessité de plus de preuves pour éviter de fausses accusations contre sa famille, Lucie rétorquant que les délais risquaient de faire perdre les économies de toute une vie à d'autres victimes. Elle voulait un dossier en béton pour que les enquêteurs voient immédiatement la machination. L'usurpation d'identité superposée à la fraude fait de la partie innocente ici, votre sœur le suspect initial dans de nombreuses enquêtes. Lucie avait aidé à mettre en place le compte cloud précisément pour les sauvegardes, enseignant à grand-mère les outils de cryptage de base pendant les pauses déjeuner. Je savais que sa santé déclinait. Nous faisions une course contre la montre. Elle s'est penchée en avant. Vous faites ce qu'il faut maintenant. Je consulte toujours sur des dossiers avec un agent spécial de la brigade financière spécialisée dans les réseaux de fraude contre les seniors, l'agent Olivier Roche. Il a traité des réseaux d'usurpation d'identité similaires ciblant les avoirs de retraite. Avec ma permission, elle l'a appelé directement, mettant le téléphone sur haut-parleur. La voix de Roche est arrivée, calme et professionnelle. Les dossiers transmis par Madame Collin sont toujours solides. Envoyez ce que vous avez via notre portail sécurisé, j'examinerai tout cela ce soir. Télécharger les fichiers intacts depuis chez moi ce soir-là semblait irréel, les pistes bancaires, les clips audio, les listes manuscrites, tout était désormais entre des mains officielles. Roche a rappelé rapidement. Les preuves l'ont impressionné, des schémas clairs de transfert non autorisés totalisant plus de 1 735 000 € répartis sur 6 victimes, tous acheminés via des comptes portant les coordonnées de Maëlys. C'est solide pour des poursuites, a-t-il dit, mais la machination est sophistiquée. Sans une présentation soignée, le protocole standard cible le détenteur du nom en premier. Votre sœur pourrait faire l'objet d'audition ou de gel de compte avant que nous ne nous tournions vers le véritable coupable. Il a souligné les risques en vertu des lois sur la fraude électronique si mon père prétendait être ignorant ou rejeter entièrement la faute sur des documents falsifiés. L'explication honnête de Maëlys pourrait ne pas tenir au début sans un aveu direct de sa part. Nous avons besoin qu'il reconnaisse officiellement qu'il avait le contrôle. Roche a suggéré un cadre contrôlé, une réunion de famille où la conversation pourrait être enregistrée légalement en vertu du Code de procédure pénale pour les enquêtes criminelles. Aucun mandat n'était nécessaire si j'organisais la réunion et donnais mon consentement. Lucie s'est jointe à l'appel suivant pour réfléchir à la logistique. La maison d'Annecy offrait un terrain neutre lié à la succession de grand-mère pour servir de couverture plausible. Nous avons rédigé l'invitation, un message groupé affirmant que les ouvriers avaient trouvé des documents supplémentaires dans le grenier d'anciens amendements de fiducie nécessitant des signatures pour finaliser la distribution de l'héritage. L'homologation peut traîner avec des documents non signés, ce qui rendait l'excuse crédible. Maman et papa montraient de leur banlieue à l'extérieur de Lyon. Maëlys habitait assez près pour faire le trajet sur la journée. Roche nous a conseillé la subtilité, garder une discussion naturelle, orienter la conversation vers les préoccupations des clients de grand-mère sans accusation. Laisser papa combler les silences. L'audio de secours serait enregistré via mon téléphone, laissé en évidence pas de dispositif caché pour éviter les lois sur l'interception. Des agents surveilleraient à distance, prêts à intervenir si une escalade justifiait des protocoles de sécurité. Le plan s'est cristallisé en quelques heures. Arriver tôt, placer les sièges pour un enregistrement clair, et prévoir des phrases de repli en cas de tension trop forte. En raccrochant, le soulagement se mêlait à la nervosité. Lucie m'a serré la main. Geneviève serait fière que vous finissiez ce qu'elle a commencé.
L'enjeu était immense, justice pour les victimes, protection pour Maëlys, et confrontation avec l'homme qui m'avait élevé. Mais attendre n'était pas une option. Plus de temps signifiait plus de risques que mon père efface ses traces. Le week-end est arrivé avec un air de montagne vif et un ciel dégagé, parfait pour la route depuis Lyon. Maman et papa sont arrivés les premiers, leur véhicule chargé de sacs pour la nuit puisqu'ils avaient décidé de rester plutôt que de faire l'aller-retour le même jour. Maëlys est apparue peu après, garant sa vieille berline à côté du chemin de gravier. Nous nous sommes réunis dans le salon, la lumière du soleil filtrant à travers les grandes fenêtres sur la cheminée en pierre qui n'avait pas été allumée depuis des années. J'ai posé l'ordinateur portable sur la table basse, l'écran face à tout le monde, le téléphone posé à côté pour l'audio de secours légal selon les règles puisque je participais et que je consentais. La conversation a commencé par des sujets légers, des nouvelles du travail, de la classe de maternelle de Maëlys, du club de jardinage de maman. Papa a orienté la conversation vers la vente de la maison, demandant s'il y avait des offres et quels étaient les délais. J'ai changé de sujet en douceur. Avant de parler des chiffres, il y a quelque chose dans les dossiers de grand-mère que les entrepreneurs ont découvert. Cela concerne ses anciens clients. J'ai ouvert la liste de lecture audio compilée, le volume modéré pour que les mots soient audibles par tous. Le premier clip a été lancé, la voix fragile de grand-mère questionnant des transferts irréguliers, papa balayant cela d'un revers de main en parlant de fluctuations du marché. Son visage, sur le canapé, s'est crispé, mais il a forcé un petit rire. C'est sorti de son contexte. Maman prenait des médicaments lourds vers la fin des hallucinations, de la confusion. Nous l'avons tous vu. Maman a hoché la tête à ses côtés, cherchant sa main. Ne déterrons pas de souvenirs douloureux. Votre grand-mère ne voudrait pas que nous nous disputions. Je suis passé au segment suivant, les détails de routage bancaire liés aux coordonnées de Maëlys. Les dénis de papa sont devenus plus tranchants. C'est du trucage. N'importe qui peut trafiquer un audio de nos jours. Maëlys restait rigide, les yeux fixés sur l'écran. Quand un échange plus clair a été diffusé, grand-mère listant des noms de victimes spécifiques et papa admettant un accès pratique grâce à ses introductions, sa posture a changé. Le charme s'est rompu. Il s'est penché en avant, la voix prenant ce ton manipulateur que j'avais entendu lors des disputes familiales. Bon, admettons que certains investissements se soient mal passés. Maman a toujours favorisé Maëlys, la protégeant des conséquences, la sortant du pétrin. Je devais bien construire quelque chose pour moi-même. Maman a murmuré son approbation. Geneviève a vraiment gâté la petite dernière de la famille. Cela a créé du ressentiment, a-t-elle admis calmement, avouant être au courant des irrégularités mais avoir gardé le silence. Les familles se protègent les unes les autres. Révéler cela nous aurait tous détruits. Les défenses de papa se sont effondrées dans l'amertume. Elle m'a présenté à ses retraités riches, puis elle a fait semblant d'être choquée quand j'ai maximisé les opportunités. Utiliser les coordonnées de Maëlys était astucieux. Elle ne remarquerait jamais rien, trop occupée par son travail mal payé et sa vie personnelle désordonnée. Personne ne la croirait, elle plutôt que moi. Il a listé ses tactiques avec fierté désormais, créer des sociétés écrans, choisir le moment des transferts pendant les baisses du marché pour masquer les pertes, acheminer les fonds vers l'amélioration de son train de vie. Ces vieux avaient plus que ce dont ils avaient besoin. J'ai mérité cet argent. La respiration de Maëlys est devenue audible, des larmes coulant sur ses joues. Je suis resté calme, posant des questions pour obtenir plus de détails, les montants des victimes, les formulaires falsifiés, le sabotage délibéré du compte bancaire. Il s'est vanté de sa précision. Le passé clean de Maëlys constituait la couverture parfaite. Au moment où quelqu'un regarderait, c'est elle qui porterait le chapeau. Maman a bougé inconfortablement sur son siège mais a ajouté, je pensais que cela resterait limité. Je ne voulais pas que le nom de la famille soit ruiné. La pièce était lourde de tension, les photos d'enfance sur le manteau de la cheminée nous fixant comme des témoins silencieux. L'arrogance de papa était à son comble. Vous pensez que dénoncer cela change quelque chose? Le sang est plus fort que tout. Je me suis levé nonchalamment, marchant vers la fenêtre qui donnait sur l'allée le signal convenu. Des phares ont clignoté 2 fois depuis des véhicules banalisés garés juste hors de vue. La porte d'entrée s'est ouverte sans que l'on frappe. L'agent Roche est entré le premier, son badge bien en vue, suivi de 2 agents de la gendarmerie en civil. Philippe Vallet, vous êtes en état d'arrestation pour fraude électronique, usurpation d'identité et exploitation financière de personnes âgées.
Le visage de mon père est devenu livide quand les menottes ont cliqueté. Maman a eu un haut-le-cœur, s'agrippant au bras du canapé. Maëlys est restée figée, entre soulagement et horreur. Roche a récité calmement les droits de la garde à vue tandis que les agents sécurisaient la scène. Aucune résistance, juste une soumission hébétée dans ce cadre familier où nous avions autrefois célébré les fêtes. Ils l'ont emmené devant la cheminée, devant les portraits de famille délavés. Maman l'a suivi jusqu'au seuil de la porte, l'appelant d'une voix faible. Maëlys et moi sommes restés à l'intérieur, le poids des années se soulevant et s'écrasant simultanément. L'arrestation s'est déroulée efficacement, une procédure standard pour les affaires de délinquance financière. Aucun drame n'a été nécessaire. Les véhicules se sont éloignés sur la route de montagne, laissant le silence dans la maison qui semblait désormais irrévocablement changée. L'enquête a duré de nombreux mois, les enquêteurs épluchant les couches de sociétés écrans et de routages offshore que papa avait enterrés profondément. Les procureurs ont monté un dossier en béton en vertu des lois sur l'abus de faiblesse et l'escroquerie aggravée, l'accusant d'exploitation systématique de seniors vulnérables, un crime passible de peine sévère lorsque les victimes dépassent un certain âge. Les preuves issues des dossiers de grand-mère, combinées à ses propres aveux enregistrés, laissaient peu de place à la défense. Il a accepté une procédure de plaidé coupable pour éviter un procès qui aurait pu ajouter des décennies à sa peine, 22 ans dans un établissement de sécurité moyenne à la maison centrale de Saint-Quentin-Falavier, en Isère, sans possibilité de libération conditionnelle anticipée selon les directives actuelles. La confiscation des biens a suivi rapidement. La maison de Lyon 4 chambres, pelouse impeccable, le tout acheté avec des fonds de retraite détournés, a été vendue par l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués. Les véhicules de luxe, les portefeuilles d'investissement, même les objets de collection de son bureau ont été saisis et liquidés. Les bénéfices ont d'abord servi à l'indemnisation. Près de 88% de l'argent a été restitué aux 6 victimes, des sommes atteignant en moyenne des centaines de milliers d'euros chacune. Madame Martineau a reçu assez pour restaurer les fonds universitaires de ses petits-enfants et couvrir l'amélioration de ses soins de longue durée. D'autres ont reconstitué leurs économies de toute une vie, passant de l'inquiétude pour les besoins de base à une modeste sécurité. Le processus a traîné, mais la justice a prévalu. Pas de récupération totale, mais une justice substantielle. Maman a choisi la loyauté jusqu'au bout. Elle a vendu le peu qu'il restait à son nom, a emménagé dans un petit appartement près de la prison et a assisté à chaque visite autorisée. Des lettres arrivaient occasionnellement au début des demandes de compréhension, des affirmations de remords, mais Maëlys et moi les avons renvoyées sans les ouvrir. Nous avons bloqué les numéros et changé d'adresse électronique quand c'était nécessaire. L'absence de contact semblait être la seule limite saine. Le rétablissement de Maëlys a commencé lentement mais a pris de l'ampleur une fois que les rapports de fraude ont été effacés de son dossier grâce à la procédure d'usurpation d'identité. Les banques ont supprimé les mentions négatives. Son score bancaire a remonté régulièrement. En 18 mois, elle a pu obtenir un prêt accession sociale pour une maison de plein pied avec 3 chambres dans une banlieue calme de Grenoble, assez proche pour que nous nous soutenions, mais loin des vieux fantômes. Son travail en maternelle lui a redonné un but. Les parents ont remarqué son assurance, ce qui l'a mené à un rôle de coordinatrice avec un meilleur salaire et plus d'avantages. J'ai aussi changé d'emploi, acceptant un poste de marketing en télétravail qui m'a permis de m'installer à proximité. Nos week-ends étaient occupés à l'aider à déballer ses cartons, à peindre les pièces et à construire une routine libérée des ombres du passé. La vente de la maison en forme de A s'est conclue sans encombre. Les bénéfices ont été divisés équitablement après déduction des frais, lui fournissant son apport pour sa maison et me constituant une réserve de sécurité. L'avoir signé les documents de clôture, les clés en main d'un endroit qui lui appartenait vraiment, a marqué le véritable tournant. Couper les ponts complètement n'a pas été facile. Les fêtes semblaient étranges sans les traditions de la famille élargie, les anniversaires étaient plus calmes. Mais la toxicité n'a pas sa place dans la guérison. Les liens du sang n'obligent pas à endurer la trahison. La culture contemporaine valorise le bien-être individuel aux côtés de la famille, et les professionnels de la santé mentale insistent sur la rupture de contact lorsque les schémas s'avèrent destructeurs. Nous avons choisi la paix plutôt que les faux-semblants. En regardant en arrière aujourd'hui, la vérité la plus difficile que grand-mère a laissée n'était pas seulement l'épreuve. C'était une leçon de courage. Elle s'est battue seule pour nous protéger, sacrifiant son confort pour son intégrité. Maëlys et moi honorons cela en protégeant notre avenir de la même manière, des limites fermes, une confiance qui se mérite, et un soutien inconditionnel entre nous. Certaines relations ne peuvent être sauvées,
et les forcer ne fait que prolonger la douleur. S'éloigner de parents toxiques, même biologiques, n'est pas un abandon, c'est de l'autopréservation, une étape que beaucoup franchissent pour mener une vie plus saine. S'il y a une chose que cette histoire m'a apprise, c'est que la famille n'est pas toujours définie par l'ADN. Elle se construit sur les actes, le respect et l'honnêteté. Maëlys et moi avons créé la nôtre de toutes pièces, plus forte, sans le poids de la tromperie. Les victimes ont retrouvé leur dignité grâce à l'indemnisation. Nous avons retrouvé la nôtre grâce à la vérité. La paix n'est pas venue d'un pardon forcé trop tôt, mais de l'acceptation de la réalité et du fait d'avancer sans ce fardeau.